Aujourd'hui, nous allons parler de la jeunesse d'Amazon et du clodo. Bienvenue dans Club Internet. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le podcast C'est bizarre quand même tout ça, votre émission de référence sur les complots, les théories du complot et la pseudoscience. Mais non, bien sûr, nous sommes dans Club Internet et c'est l'épisode 5 de notre podcast de Numérama et je suis aujourd'hui avec Nelly. Bonjour Nelly. Bonjour. Et avec Alexis. Salut Alexis. Bonjour. Et on va vous parler de tas de choses comme d'habitude qui a priori devraient vous faire découvrir des petites choses sur Internet, sur la culture web, sur la tech et peut-être sur des choses un peu plus décalées car nous avons décalé les sujets pour ainsi dire. Et cette fois-ci, mes deux comparses vont vous emmener dans des destinations qui ne sont pas liées forcément à l'actualité ou à nos sujets de prédilection ou de référence sur Numérama, mais qui devraient quand même vous époustoufler. Alors c'est parti, ça c'est pour la fin du podcast, on passe tout de suite aux news. Les news, la rubrique mirobolant, évidemment, c'est donc la petite revue de presse de ce qui s'est passé en ce début de mois de novembre 2017. Alors, on a eu plusieurs sujets, évidemment, personne n'a manqué la sortie de l'iPhone 10, mais personne n'a manqué non plus le design de l'iPhone 10. Alors, il a été beaucoup commenté, on a eu des tas de commentaires sur Numérama, sur nos réseaux sociaux, et on en voit partout sur Internet, et notamment pour ce que les gens, les commentateurs américains ont appelé le notch. Alors le notch c'est quoi ? C'est la petite encoche que vous voyez sur le devant de l'iPhone qui est moquée parce que évidemment on dit que Apple aurait dû prévoir un smartphone qui n'ait pas cette encoche, etc. Voilà, donc il y a des défenseurs, des détracteurs. Le fait est que celle qu'on appelle aussi la saignée ou la saillie en français, voire l'entaille, enfin bref, on lui donne des noms assez horribles, la pauvre. Peut être masqué. Alors Apple avait dit aux développeurs, on s'en souvient, c'est dans les guidelines de l'App Store, ne faites pas d'applications qui servent qui couvrent volontairement le notch. En gros, ce que voulait Apple, c'est en gros en disant ça, c'était de dire on a fait ça, c'est un peu marketing, ça permet de différencier le smartphone de tous les autres smartphones, donc on va pas que vous gâchiez notre truc et que vous fassiez une application qui cache cette barre. Manque de chance ou peut-être de réalisme, on n'en sait rien, ils ont accepté 3 ou 4 applications qui permettent, qui ne font que ça en fait. Leur principal usage, c'est de masquer la barre de l'iPhone, ce qui est rendu très simple parce qu'on est sur un écran OLED, donc un écran qui a des noirs qu'on peut qualifier d'absolu. Donc en gros, si vous mettez un fond noir sous la barre, vous la voyez plus quand vous êtes sur votre écran d'accueil ou votre écran verrouillé. Donc on en a eu 2. Alors il y a eu un développeur très intelligent qui a fait une petite application nommée Notch Remover que vous pouvez trouver sur l'App Store qui coûte 1,09€. Alors on est sûr que ce monsieur a pu se payer probablement une bagnole avec ce qu'il a gagné vu le succès de son app qui était la première, et elle est complètement sommaire, hein. En gros vous prenez une photo et puis elle va ajouter la barre noire avec des angles plus ou moins arrondis, bref le résultat est plutôt bien, mais plus intéressant, on a un développeur français qui nous a contacté et qui a ajouté aussi sa petite pierre à l'édifice du Notch Removal avec une application nommée cette fois Hide the Notch. Alors elle va être assez difficile à trouver, probablement quand vous écouterez ce podcast, elle sera en ligne. Pour l'instant, il faut passer sur notre article pour y accéder parce que l'App Store ne l'a pas encore référencée. Alors elle vous permet également de cacher la barre frontale sur toutes vos photos, mais cette fois-ci vous allez avoir plus de petites personnalisations. En fait, vous pourrez choisir l'arrondi que vous voulez, vous pourrez choisir une barre carrée, etc. Donc c'est plutôt joli, c'est bien fait, c'est tout gratuit et voilà, ça nous promet de pouvoir du coup enlever cette barre si vous ne l'aimez vraiment pas. Petit message pour cette news à Ulrich Rosier, donc le fondateur de Humanoid, qui a également trouvé une solution, c'est-à-dire qu'il met des fonds d'écran de l'espace. Donc effectivement, il y a du noir. Bien vu. Et on a vu aussi pas mal de créations en fait naître pour contourner en fait l'effet notch sur Internet. Donc vous pouvez aussi fondre en fait un fond d'écran avec des étoiles, avec du noir en haut, etc. pour que ça donne un petit effet sympa.
Et si vous aimez le notch, évidemment, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Et est-ce que c'est pas un moyen pour Apple, le fait d'avoir autorisé ces applis, en fait, de voir un peu si les gens les téléchargent, si ça a du succès, éventuellement faire machine arrière sur leur politique initiale? Ah, c'est malin. C'est malin, j'y avais pas pensé, mais effectivement, ça pourrait être une sorte de test grandeur nature. S'ils trouvent qu'il y a des millions de clients qui ont utilisé ça, ils vont se dire que peut-être que l'iPhone 11 n'aura pas de notch, on n'en sait rien. Mais oui, c'est une bonne manière, du moins, de tester à moindre frais si le notch plaît aux gens ou pas. On l'a mis sur l'iPhone 10 de la rédaction, et c'est vrai que c'est quand même pas mal joli. Voilà, c'était tout, c'était un petit tour. Donc ces applications, vous les retrouvez sur notre article, vous les retrouvez sur l'App Store. Si vous voulez masquer ça sur votre iPhone 10, vous pouvez. La deuxième news que je voulais mettre en avant, c'est qu'encore une news reliée à l'univers passionnant des intéliphones, soit les téléphones intelligents, les smartphones. On va passer un peu loin d'Apple et de l'Amérique pour aller en Chine et voir la jeune société, elle a quelques années maintenant, OnePlus. OnePlus, c'est une entreprise chinoise qui fait des smartphones avec un rapport de qualité-prix qui est assez imbattable, hein, on va pas le cacher. C'est des smartphones très haut de gamme qui ont de très très grande qualité. Généralement, il y a les dernières specs de ce qui est possible sur le marché, et ils sont vendus aux alentours de 400 à 500 euros. Donc on est à la moitié du prix d'un iPhone. Évidemment, c'est sur Android, évidemment, vous n'avez pas iOS, etc. Mais c'est des smartphones qui sont vraiment excellents, et on les conseille assez souvent dans nos guides. Et nos confrères de Frandroid peuvent confirmer que ce sont de très bons modèles. Cela dit, en termes de politique et de gestion de l'entreprise, OnePlus a eu deux problèmes coup sur coup à la rentrée. Le premier, c'était lié à sa politique de collecte de données. Alors on s'est aperçu que OnePlus récoltait les données de ses utilisateurs à leur insu, avec une sorte de malware publicitaire qui enregistrait certaines actions et pouvait les partager du coup avec des partenaires. Donc c'est une pratique évidemment qui existe sur la presse, dans la presse en ligne, sur Internet, etc. Mais quand c'est une application directement mise là par le constructeur du smartphone que vous avez payé avec de l'argent, vous pouvez vous demander en fait à quel point il a accès à vos données et à ce que vous faites de votre smartphone. Et côté vie privée et maîtrise complète de son appareil, on se dit qu'il y a quand même un petit problème de ce côté-là. Alors OnePlus a dit effectivement on va faire une mise à jour, ok c'était pas bien, on le reconnaît, machin. Bon voilà, les excuses habituelles des grands, hein, qui ne s'appliquent pas qu'à OnePlus et que tout le monde nous sort. Sauf que, deuxième petite affaire, début novembre, là, on se retrouve avec un nouveau scandale. A priori, OnePlus a laissé une application de manufacture, donc en gros une application utilisée par les ingénieurs pour tester les smartphones quand ils sortent d'usine, pour voir si tout va bien, etc. Donc c'est une application qui est censée être là des fins professionnelles et qui ne doit jamais se retrouver sur les smartphones des clients. Alors cette application, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle vous donne un accès root. Alors qu'est-ce que c'est qu'un accès root sur Android ? C'est une sorte d'accès qu'on appelle super utilisateur, c'est-à-dire que ça vous donne des droits en plus par rapport à un utilisateur classique qui vous permettent d'accéder à des fonctions dites de configuration complète, en gros, du smartphone. C'est dommage parce que c'est un accès qui peut se faire assez facilement en branchant le smartphone sur un ordinateur. Donc en gros, aucun risque pour les clients de OnePlus évidemment, mais si vous utilisiez OnePlus par exemple, vous êtes j'en sais rien, un journaliste qui va par exemple faire un reportage en Chine ou aux États-Unis et qu'on vous prend votre smartphone à la douane et qu'on vous le ramène 1 heure plus tard, vous pouvez pas être sûr que la personne ne l'a pas routé, ne l'a pas débloqué, n'a pas accédé à vos données, accédé à des fichiers, enfin bref. Le concept d'une backdoor, c'est que ça laisse l'opportunité à un attaquant de faire quelque chose de mal à l'intérieur de votre smartphone et du coup de récupérer des données. Cette possibilité, elle était là, effectivement, donc le risque était quasi nul, on va dire, pour l'utilisateur lambda, mais le fait que une entreprise qui vend autant de smartphones aujourd'hui, tout aussi bien en Chine qu'ailleurs dans le monde, laisse une application comme ça dans ces smartphones commerciaux, on se dit qu'ils ont un peu de mal en termes de contrôle qualité sur leur logiciel.
évidemment, encore une fois, ils ont promis de faire une mise à jour pour retirer cette application, enfin du moins retirer l'accès route de cette application. Et on espère que le smartphone qu'ils vont annoncer, qui compte annoncer du coup courant novembre, le 5T n'aura pas tous ses défauts au lancement. Voilà. C'était une deuxième petite news intéressante. Donc si vous avez un OnePlus, ne paniquez pas, évidemment, mais sachez qu'une mise à jour arrive pour un peu renforcer la sécurité de votre smartphone. Troisième et dernière news, elle est toujours dans l'univers mobile, mais cette fois-ci on va pas parler technologie hardware, on va parler technologie logicielle, et c'est Facebook Messenger. Facebook Messenger qui a lancé du paiement en France. Alors on est le premier pays de la zone euro à avoir le droit à cette nouvelle fonctionnalité. Alors c'est du paiement de particulier à particulier, c'est-à-dire que pour faire très simple, vous allez sur Messenger, vous devez rembourser, je sais pas, la moitié d'un restaurant à quelqu'un, vous lui envoyez 15 €, on va dire, il le reçoit, la personne le reçoit, elle accepte le virement, entre guillemets, c'est pas vraiment un virement, c'est plus un transfert d'argent, et directement, ce transfert d'argent va se retrouver sur son compte. Elle aura eu besoin de rien, c'est-à-dire elle n'avait pas besoin de configurer son compte au préalable pour que vous envoyiez de l'argent, elle n'a pas besoin de vous transmettre son IBAN, elle n'a pas besoin de faire des réglages complexes d'une application, etc. Elle a juste simplement besoin d'avoir son code de carte bleue sous la main, donc sa carte bleue en fait sous la main, et vous de votre côté vous avez juste besoin de la même chose, c'est-à-dire de votre carte bleue et d'entrer un PIN que vous aurez configuré au premier usage. Alors c'est assez intéressant, on a quelques données, hein. C'est plafonné à 500 € par envoi et à 1500 € sur 30 jours glissants. C'est un déploiement qui se fera sur 4 à 6 semaines à partir de novembre, donc normalement en décembre tout le monde devrait l'avoir en France. C'est également, et ça c'est quand même très intéressant, c'est également un moyen pour Facebook de récupérer votre carte bleue. Alors évidemment pas de récupérer votre numéro pour faire des achats en votre nom, hein. C'est pas tant l'argent qui manque à Facebook. Non, en fait ce que Facebook souhaite avec cette nouvelle fonctionnalité liée à Messenger, c'est avoir en base de données le numéro de carte bleue de ses clients pour ses futurs achats. C'est pour ces futurs développements qui sont liés à l'achat. Notamment, on pense au Marketplace qui a été lancé en France, mais on peut penser que demain, des grands e-commerçants, on pense à Azos par exemple pour les habits, pourraient vendre directement sur Facebook, comme ils peuvent vendre parfois chez des partenaires leurs produits. C'est-à-dire que vous n'aurez même pas besoin de sortir de Facebook pour acheter un habit qui vous aura été propulsé sur les publicités que vous voyez tout le temps. C'est donc un avantage concurrentiel énorme que Facebook commence à avoir. Et c'était un désavantage concurrentiel parce que contrairement à Apple, contrairement à Google avec le Play Store et contrairement à Amazon qui évidemment a votre carte bancaire, Facebook n'avait pas trop la carte bleue de ses clients, de ses utilisateurs du coup. Et est-ce que c'est vraiment sécurisé, puisque je pense notamment à tous les cas de brouteurs, enfin les arnaques qu'il peut y avoir sur Facebook. Ouais, c'est une bonne question. Est-ce que c'est sécurisé? C'est sécurisé autant que votre banque l'est, c'est ce que dit Facebook, c'est-à-dire que voilà, ils appliquent tous les protocoles des banques. Alors toutes les choses sont faites en partenariat avec les banques françaises, donc toutes les banques françaises sont impliquées et ont mis leur savoir-faire en termes de sécurité là-dessus. Après, on s'est immédiatement posé la question sur Numérama de savoir quid des comptes qui se font voler sur Facebook. C'est un peu un truc, tous les mois, tous les 2 mois, vous avez un copain ou une copine qui se dit je me suis fait pirater mon compte. Ouais. Oui, effectivement, si cette personne a mis sa carte bancaire sur Messenger et que son compte est piraté, l'assaillant va pouvoir faire des transferts. L'assaillant aura simplement besoin du code PIN du compte, et le code PIN c'est un code qui a 4 chiffres et ça va probablement être votre date d'anniversaire qui est déjà sur Facebook, hein. On le sait, ne mentez pas, ce sera ça, et c'est vous qui choisissez, donc il y a de très fortes chances que pas mal de gens mettent leur date d'anniversaire ou le mois et le jour. Et ce qui fait que on peut se retrouver dans des situations qui vont être complexes à gérer, effectivement, parce que qu'est-ce qui pourrait être considéré comme frauduleux à ce moment-là, on sait pas trop. A priori, aux États-Unis, ça se passe plutôt bien, mais à voir comment ça va se passer aussi en France. L'autre question qui vient, que tu n'as pas posée, Alexis, mais qui vient, c'est par exemple, moi je t'envoie 15 € pour rembourser un resto. Tu n'as pas envie de donner ta carte bancaire à Facebook. Où va l'argent ?
du coup. Où va l'argent? En fait, c'est une question qui nous a été posée plusieurs fois et elle est bien légitime. Vous n'êtes pas contraint de mettre votre carte bancaire dans Facebook si vous n'en avez pas envie. Au bout de 5 jours, si vous ne faites pas la réception du paiement, il revient à l'expéditeur. D'accord. Entre guillemets. Et si vous vous posez chez vous en nous écoutant la question de savoir si qui paye en fait, parce que tout est gratuit pour l'utilisateur, eh bien c'est Facebook. C'est-à-dire que chaque transaction est à perte pour Facebook. C'est eux qui vont payer les frais de transaction aux banques, de banque à banque. Voilà, c'est un service qui arrive sur le marché français, qui est peut-être déjà sur votre smartphone. Alors aujourd'hui, on a pas mal d'applications qui font déjà ça. On pense notamment à Lydia, qui est français et qui fait du paiement de particulier à particulier et qui présente à peu près tous les avantages de Messenger, à cela près que si vous envoyez de l'argent à quelqu'un qui n'a pas de compte Lydia, ça va être, vous allez avoir besoin de son IBAN, et parfois l'IBAN est un peu plus compliqué à trouver qu'une carte bancaire. Il faut parfois passer par vos applications ou ressortir des papiers. Enfin bref, ça reste pas, c'est pas démesuré comme méthode, mais Facebook a l'avantage d'avoir cette immédiateté en fait. Tout le monde a un compte Facebook, tout le monde a un compte Messenger, mais Lydia reste vraiment vraiment bon et vraiment pratique quand vous avez à rembourser des proches ou des amis au quotidien. Voilà, c'est tout pour les news. C'était donc le notch de l'iPhone 10, le OnePlus et ses backdoors et ses petits problèmes de confidentialité, et Facebook Messenger qui se lance sur le paiement. Mais sans plus attendre, du coup, on va passer à notre rubrique qui fait réfléchir et qui va vous raconter pour le coup des petites histoires. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Frandroid, le média dédié aux passionnés d'Android et des nouvelles technologies. Sur notre chaîne YouTube, vous retrouverez tout ce qui fait l'actualité d'Android et du monde de la tech, des prises en main et des tests de tous les derniers produits. Vous trouverez aussi des speed tests et des comparatifs, mais également des guides d'achat, des tutos et des astuces pratiques. Vous pouvez aussi participer en direct à notre émission TechPaf en réagissant sur les réseaux sociaux et en partageant vos coups de cœur et vos coups de gueule. Alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à nous consulter sur frandroid.com et à nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Et comme vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur notre chaîne YouTube, on tient tous à vous remercier. Et tout de suite donc nos magnifiques histoires dans la rubrique Ça fait réfléchir pour Club Internet, et on va commencer par celle d'Alexis. Alexis, qu'est-ce que tu as à nous présenter aujourd'hui? J'ai entendu dire que ça avait un rapport avec un géant de la tech qui, je sais pas, vend des trucs. C'est ça, un géant, donc en l'occurrence Amazon, qui est dirigé par le chauve le plus célèbre de la Silicon Valley, enfin plutôt de la tech puisque c'est à Seattle, mais donc Jeff Bezos, patron d'Amazon et fondateur du site de e-commerce. En fait, je voulais vous parler de l'origine et du fondement d'Amazon, puisqu'on connaît tous aujourd'hui donc ce site où la plupart d'entre nous faisons nos achats de tout type. Mais en fait, on sait moins qu'au lancement du site, donc dans les années 90, à la base, c'était une librairie en ligne, donc qui vendait uniquement des livres. Et donc, je voulais revenir sur les coulisses de ce lancement, qui est assez atypique. C'est toujours intéressant dans le monde de la Silicon Valley et de la tech de voir comment des entrepreneurs se lancent dans des projets qui paraissent un peu fous à l'époque et qui aboutissent ou échouent. Bon, là, en l'occurrence, ça aboutit. Et donc, Jeff Bezos, au début des années 90, il connaît une carrière à succès. Donc, il a environ 30 ans. Il a une carrière à succès à Wall Street dans un fonds spéculatif. Il gagne pas mal d'argent. Il a une vie de famille. Basique. Voilà. Donc, a priori, il a aucune raison de quitter son emploi assez lucratif. Et pourtant, il a l'idée depuis un moment de lancer un site de vente en ligne au moment où Internet commence à décoller, donc vraiment au début des années 90. Et il prévient son patron qu'il a ce projet, qu'il voudrait quitter son poste. Donc il raconte en fait qu'ils ont fait une balade de 2 heures à Central Park où son patron essaie de lui dire non mais écoute, c'est une bonne idée mais t'as un bon poste, tu ferais mieux de rester. Jamais. C'est ça en gros. Et finalement, il décide quand même de se lancer donc en 94. Donc il part de l'autre côté des États-Unis à Seattle avec sa femme Mackenzie. Et l'idée, c'est donc de lancer une librairie en ligne où on peut trouver tous les livres imaginables. Et à terme, de transformer ce site de e-commerce en plateforme. Donc c'est ce qu'il appelle le Everything Store, où on peut vraiment tout trouver. C'est le cas sur Amazon aujourd'hui. Et il dresse en fait une liste pour commencer de 20 catégories d'objets, enfin de produits qui peuvent marcher commercialement. Donc il y a les livres, évidemment, mais il y a aussi les CD et les ordinateurs qui sont les meilleurs produits de l'époque.
Et donc cet été-là, 94 à Seattle, comme souvent dans la tech, il commence à faire du brainstorming dans son garage. Donc avec un peu l'origin story de tous les patrons de la tech, hein. Le brainstorming dans le garage, on l'a chez Apple, on l'a chez Microsoft, on l'a chez Zuckerberg. Non, c'était plus dans une université, mais son dortoir. À se demander s'ils se la refilent entre eux. Exactement. Et du coup, donc il réfléchit avec sa femme et ses premiers collègues à trouver en fait un nom à sa librairie. Et c'est un grand fan de Star Trek et de l'exploration spatiale en général. Du coup, il pense d'abord à l'appeler Make It So, donc qui est une réplique récurrente du capitaine Picard. C'est plus un délire, même s'il y pense assez sérieusement. Finalement, il va abandonner l'idée. Ouais, bah bravo d'avoir abandonné. On est passé à côté de ça. On est passé à côté d'un flop de la tech. Mais surtout que, en fait, vu la construction des sites internet à l'époque, donc une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais sur les sites de l'époque, vous aviez souvent des annuaires d'autres sites partenaires ou affiliés que vous vouliez mettre en avant. Et du coup, le classement était fait par ordre alphabétique. Donc en fait, l'obsession de Jeff Bezos à l'époque, c'est de trouver un titre qui commence par une des premières lettres de l'alphabet, de façon à ce que son site soit mis en avant, puisqu'il apparaîtra tout de suite dans la liste. Donc c'est pour ça qu'à l'époque, il dépose plusieurs noms de domaine, dont awake.com, browse.com ou bookmall.com. Toujours ce rapport avec le livre. Il dépose aussi, en s'éloignant un peu de cette règle, un site qui s'appelle relentless.com, donc qui veut dire implacable. Et c'est assez marrant en fait, pour anecdote, si aujourd'hui vous tapez relentless.com et que vous entrez ça dans votre navigateur, vous atterrissez sur Amazon puisque ça redirige vers le site. Malin. Je vais dire ça maintenant dans les soirées un peu mondaines. Oui, j'ai acheté ça sur relentless.com. Sur quoi ? Mais tu connais pas les débuts d'Amazon, mais quand même. Et du coup, lui, il penche plutôt pour Cadabra, donc la lettre C qui est au début de l'alphabet. Mais on lui fait remarquer qu'en anglais, ça sonne un peu comme cadaver, donc cadavre, ce qui n'est pas un nom très porteur commercialement. On a échappé à ça aussi. Donc il abandonne assez vite cette idée. Et en restant sur ce principe des premières lettres de l'alphabet, il épluche tout simplement un dictionnaire à la lettre A. Okay. Et c'est là qu'il trouve à l'automne 94 Amazon, donc qui correspond à la fois à la première lettre de l'alphabet et à un des plus grands fleuves du monde. Donc ce qui lui plaît, puisque l'idée c'est de proposer une librairie avec vraiment des titres qui vont de A à Z. Donc il dépose et aussi une forêt qui est détruite pour faire du papier. C'est ça. Exactement. C'est Sauf que maintenant, il peut dire qu'avec Kindle, il abîme plus le papier. Enfin, c'est un autre débat. Tout est lié. Donc, il dépose ce nom de domaine à l'époque. Et d'ailleurs, dans l'évolution du logo d'Amazon, donc je pense que vous voyez tous à quoi il ressemble, c'est le mot Amazon avec une sorte de flèche entre le A et le Z qui dessine une sorte de smiley en train de sourire. Justement, il relie le A et le Z pour encore une fois donner cette idée d'un catalogue qui va de A à Z sur lequel on trouve tout. Ah, c'est malin. Donc, c'est un logo à double sens, un peu comme Carrefour. Sur un autre domaine. Donc il lance Amazon en juillet 95. À l'époque, donc c'est une petite équipe qui est concentrée dans des bureaux. Et pour l'anecdote, à chaque fois qu'il y a une vente qui est réalisée, il y a une sonnerie qui retentit dans les locaux. Donc tout le monde se précipite sur l'ordinateur de la personne qui a reçu la notification et s'auto-congratule en disant bravo, t'as fait une vente. Sauf que comme les ventes commencent à décoller très vite, il y en a beaucoup qui se font à un rythme rapide. On abandonne vite la sonnerie parce que sinon ça devient un peu ingérable et invivable dans les locaux. Et en un mois, pour vous donner une idée, Amazon a réussi à vendre des livres dans les 50 États américains. D'accord. Donc ce qui à l'époque est une belle prouesse en 95. Et le livre le plus vendu sur toute cette année-là, c'est un livre qui explique comment créer son site internet. Ah oui, petite mise en abîme. Oui, c'est ça, c'est génial. Signe de l'époque. Et donc l'entreprise entre en bourse en 97, 2 ans après. À l'époque, elle a déjà 1,5 million de clients. Certains s'interrogent en fait sur son avenir en disant que ça va pas durer, que c'est une sorte de bulle et que c'est pas fait pour s'installer sur la longévité. Ce qui n'empêche pas Jeff Bezos d'être élu personnalité de l'année du Time en 99. Et depuis, après on connaît tous l'évolution d'Amazon aujourd'hui qui propose plein de services, des services vidéo avec Amazon Prime et la prochaine série Seigneur des Anneaux, la livraison, le grand projet c'est la livraison par drone et l'obsession en fait de livrer toujours plus rapidement les clients. Et c'est aussi une entreprise, pour le coup, Jeff Bezos a été élu récemment pire patron du monde par une confédération syndicale, donc dont les conditions de travail des employés dans les entrepôts sont assez décriées, ses méthodes de management aussi. Il a notamment inventé ce qu'il appelle la règle des 2 pizzas. Qui est, vas-y, consiste. En fait, lui, il pense que pour être productif, ses salariés doivent pas être... pour lui, les idées individuelles prévalent sur le reste. Donc pour éviter que ses équipes soient trop grosses, il dit qu'à partir du moment où une équipe a besoin de plus de 2 pizzas au moment d'en commander une pour une pause déjeuner, c'est qu'elle est trop grande et que du coup il faut que ses effectifs
Attends, les pizzas américaines doivent être gigantesques parce qu'en France on mange une pizza par personne. Sinon les équipes elles dépassent pas 2 chez Amazon. Et c'est vraiment des petites équipes qu'il veut préserver. Ok. Et depuis, donc grâce au succès d'Amazon, il a pu en fait assouvir sa première passion qui est l'exploration spatiale avec la création de la société Blue Origin en 2000 qui veut démocratiser en fait le tourisme spatial à bas coût. Ok, c'est intéressant comme parcours et c'est aussi intéressant ce que tu nous as dit sur la fin du moins les pratiques de RH d'Amazon parce que le média américain The Verge a sorti récemment un sondage d'opinion mais quand même assez sourcé auprès de plusieurs dizaines de milliers d'Américains où ils demandaient leur avis sur différentes entreprises de la tech. On avait Amazon, on avait Facebook, on avait Twitter, etc. Et ce qui est assez étonnant, c'est que, du moins pour les Américains, Amazon reste le chevalier blanc, en fait. C'est l'entreprise qu'ils préfèrent. Ils pardonnent tout à Amazon, ils pardonnent pas grand-chose à Facebook, par exemple, ni à Twitter, qui est considéré comme une des pires pour eux. Et ils disent, je crois qu'il y a un chiffre comme un tiers des Américains qui se disent que si Twitter disparaît demain, ils s'en fichent. Donc c'est quand même un peu tragique pour la société. Alors qu'Amazon, pas du tout. Ils sont, c'est leur champion, leur grand, etc. Parce qu'il y a un côté pratique, et d'ailleurs on l'a vu aussi, parce qu'il me semble qu'Amazon veut installer des nouveaux locaux aux États-Unis, et il y a différentes villes, dont New York, qui font un peu une compétition pour les séduire et les accueillir en fait. Ouais, il y a carrément une volonté d'accueillir Amazon chez soi. Maintenant qu'Amazon aussi est propriétaire de Whole Foods, qui est donc une chaîne, c'est spécial les États-Unis, donc pour avoir des produits un peu bons, il faut forcément aller dans un magasin un peu cher et qui propose du bio. Donc Whole Foods, c'est ce qu'ils font. Et vous trouvez vos œufs à $14, des trucs comme ça, quoi. Et oui, donc du coup, Amazon se lance aussi dans le commerce de proximité. En fait, ils sont en train de boucler la boucle à une vitesse grand V. Et donc, on est en partie de vendre des livres, une petite utopie finalement. Merci Alexis, c'était très intéressant et on espère vraiment que vous avez découvert ce qui se cache à l'origine du site que vous allez fréquenter probablement dans les jours ou les semaines qui viennent, on ne sait pas. Non, on va passer à l'histoire qui fait réfléchir de Nelly, qui va nous ramener peut-être un peu plus en amont que les années 90. Un petit peu plus. J'ai raison ? Effectivement, tout à fait. Mais pour introduire cette petite histoire, j'avais quand même envie de vous parler de quelque chose qui s'est passé il n'y a pas très longtemps. Je vais vous parler de ces gens qui ne sont pas toujours très contents quand une technologie sort. Et du coup, pour vous parler de ça, je vais vous parler de ce qui s'est passé le 3 novembre dernier. Donc on parlait de l'iPhone 10 tout à l'heure. Et donc ce jour-là, Attaque manifeste devant l'Apple Store d'Aix-en-Provence. L'association altermondialiste, donc son acronyme signifie Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Voilà, j'ai fait mon petit cours. Elle voulait dénoncer l'évasion fiscale pratiquée par Apple, donc selon les mots de ses propres militants. Et alors que les clients faisaient la queue devant le magasin à 10h, sûrement fébriles à l'idée de récupérer leur téléphone, 30 membres d'Attaque sont arrivés avec un t-shirt. Ils avaient le nom de l'association écrit en lettres rouges sur leur t-shirt. Et ils ont versé plusieurs kilos de fruits pourris. Je vous laisse deviner de quels fruits il s'agissait. Des pommes. Non, des pommes, bien sûr. Mais bien tenté, bien tenté. Et donc, ils ont écrit également un petit hashtag sympathique iPhone Revolt sur la vitrine du magasin. Donc voilà, c'était des gens qui n'étaient pas très très contents de la part d'Apple. Et donc, ils reprochent à quoi à Apple exactement que la société déclare ses revenus en Irlande, où elle paye évidemment moins d'impôts. Et ces fameux kilos de pommes déversés étaient censés représenter les 230 milliards d'euros cachés par Apple dans les paradis fiscaux. Donc ça, c'était pour mettre un petit peu dans le contexte mon histoire qui n'a aucun rapport avec Apple et qui se passe en France. Mais j'aime bien les histoires avec des rapports avec Apple. On pourra essayer de faire un lien, mais je pense que ça va être un petit peu compliqué. Moi, tout ça, ça m'a donné envie de vous raconter l'histoire du Clodo. Alors, qu'est-ce que c'est le Clodo, Nelly ? Mais qu'est-ce que c'est ? Vous allez me dire tout de suite. Alors en fait, c'est un groupuscule d'extrême gauche anarchiste et anti-industriel, ça pose bien le décor, qui opérait en France entre 1980 et 1983 à Toulouse. Alors vous doutez bien que Clodo, ça veut dire quelque chose, parce que dit comme ça, à votre avis, ça pourrait vouloir dire quoi ? Elle, est-ce que c'est Ludite ? Non, perdu. Raté. C'est pas évident, je reconnais ma question. Collectif de lutte. Ça part pas mal. Bon allez, je vous donne la réponse. C'est le Comité pour la liquidation
ou le détournement des ordinateurs. Voilà, donc on a compris. On est dans les années 80. Ah oui, il faut se remettre dans le contexte. On se remet, ordinateurs. Sortez vos vêtements des années 80, on se met dans le contexte. Exactement. Donc c'est effectivement des gens qui n'ont pas trop l'air d'aimer les ordinateurs. Tu as vu la dernière nouvelle à propos d'IBM ? Je rigole. Non. Et du coup, l'objectif de ce clodo, c'est de détruire les moyens informatiques, parce que pour eux, ça représente le mal absolu. Selon eux, les ordinateurs sont des instruments de répression et de contrôle. Bon, on a bien compris, extrême gauche, anarchiste, le décor est posé. Sachant que le clodo avait des liens avec le groupe terroriste anarchiste et communiste Action Directe, qui lui-même a été fondé en 1979. Donc leur moyen d'action, c'est quoi ? Tout simplement d'incendier des usines de matériel informatique. Et là où c'est un petit peu mystérieux cette histoire du clodo et en même temps complètement fascinant, c'est que ses membres, ils sont parvenus à rester complètement anonymes. Donc toujours aujourd'hui, on ne sait pas qui sont les membres du clodo. Voilà. Donc j'ai essayé moi-même de chercher, de trouver des sources. A priori, impossible de savoir qui étaient ces gens, alors que dans les années 80, ils faisaient vraiment la une des journaux. C'est quand même un peu fascinant cette histoire. Alors du coup, je vais vous raconter comment ça a commencé tout ça. Alors il faut se ramener à la nuit du 5 avril 1980 à Toulouse. C'est la nuit, tout le monde dort. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Les locaux de l'entreprise Philips Informatique sont en train de brûler. Et donc, vous vous en doutez, c'est un coup du clodo. 3 jours plus tard, ce sont les locaux de Bull qui sont victimes d'un incendie. À chaque fois, c'est le même mode opératoire. Les ordinateurs, les fichiers et les documents des entreprises sont entassés dans le hall, tout simplement, et brûlés. Donc, ils prennent pas la peine de faire quelque chose de très compliqué. Ils prennent tout, ils ramassent tout, et hop, ils brûlent. Le 10 avril, il y a une fausse alerte à la bombe dans les locaux d'IBM, toujours à Toulouse. Je savais bien qu'on aurait du IBM dans le forcément, dans forcément. l'histoire. Il arrivait. Le 19 mai, donc toujours 1980, il y a un incendie dans les archives de l'entreprise International Computers Limited, toujours à Toulouse, on reste à Toulouse. Le 11 septembre, à nouveau, un incendie d'une autre société d'informatique. Et ensuite, le 29 janvier 1983, donc là, 3 ans plus tard, je sais pas ce qu'ils ont fait pendant 3 ans, ça devait être leur gros coup, ils sont peut-être préparés, ils font exploser le nouveau centre de traitement informatique de la préfecture de Haute-Garonne avec 3 charges d'explosifs. Donc, c'était quand même organisé leur truc. Ah oui, c'est sérieux. C'était sérieux, ah oui, vraiment. C'est pour ça que c'est fou qu'ils soient restés anonymes. Et donc, effectivement, tous ces attentats, d'après l'éminente encyclopédie Wikipédia, on peut parler d'attentats, ils ont tous été revendiqués par le clodo. Alors, il faut comprendre un petit peu, mais qu'est-ce qui motive ces gens ? Bon, on parle quand même de gens qui font des attentats, donc on va pas non plus trop les brosser dans le sens du poil, mais pourquoi font-ils ça ? Est-ce qu'il y a eu des morts ? Alors, a priori, non, je pense pas, mais à nouveau... Ils en avaient contre les ordinateurs, pas contre les gens. Voilà, c'était quand même plus contre les ordinateurs, donc s'il y avait eu des morts, je pense qu'il y aurait aussi eu beaucoup plus d'informations sur ces événements. Je n'ai pas trouvé mention de ça, donc j'espère ne pas dire de bêtises en disant qu'il n'y a pas eu de mort. Est-ce que tu sais si c'était connu en dehors de Toulouse, ça a été repris dans la presse nationale ou... Alors ça, c'est une bonne question. Alors je sais qu'ils avaient peut-être tenté des actions aussi vers Paris. Alors je sais pas dans quelles entreprises, mais ça avait dû aussi un petit peu faire des échos sur Paris. Mais par contre, en termes d'articles, j'ai pas trouvé d'article de l'époque. Ce que j'ai trouvé, c'est un communiqué de presse qu'ils ont... Enfin, c'est pas vraiment un communiqué de presse, pardon, qu'ils ont fait eux-mêmes. Ils se sont eux-mêmes auto-interviewés dans un article qu'ils ont publié en 1983. L'auto-interview. Voilà, donc c'était une auto-interview du clodo où ils racontent pourquoi ils font ça. Mais après, non, j'ai pas trouvé d'article de journalistes de l'époque qui auraient pu couvrir l'information. Alors, est-ce que ça veut dire que ça n'a pas été vraiment traité ou que juste on les a perdus ? Ça, je suis pas historienne malheureusement. Si un historien nous entend et qui veut se pencher sur le cas du clodo, ça serait sûrement très intéressant. Donc dans ce fameux communiqué écrit par leurs propres soins, ils expliquent donc nous sommes des travailleurs de l'informatique, bien placés pour connaître les dangers actuels et futurs de l'informatique et de la télématique. L'ordinateur est l'outil préféré des dominants. Il sert à exploiter, à ficher, à contrôler et à réprimer. D'accord. Qu'est-ce que ça vous inspire quoi ? Un programme. Bah, ça inspire un programme de révolte complet. Je suis d'ailleurs en train de détruire mon Mac à l'heure on parle là et j'ai des pulsions. Continue. Ah, peut-être que le Claude avait raison alors. Oui, enfin c'est intéressant. Après, on reprend une sorte de philosophie politique qui est contre la technologie. Bien sûr. Mais qui se bat contre la technologie, et c'est pour ça que j'évoquais les mouvements ludites alors pour le coup c'est
moi non plus je suis pas historien, on va me taper dessus si je dis que c'est le 20e mais que ça a commencé au 19e. Bref, c'est des mouvements du coup qui cassaient les outils de travail, dans les usines, etc. Oui. Donc on est clairement dans cette tradition-là. Après c'est évident qu'on est sur de l'action, effectivement de l'action directe pour le coup, c'est-à-dire comment faire pour se faire entendre. On va pas parler, on va pas essayer de modérer ou quoi que ce soit, on va directement péter les choses en fait. Oui, effectivement. Ce qui est intéressant aussi, c'est le côté interne de la chose, puisque ils disent qu'ils sont des travailleurs de l'informatique. Oui, c'est vrai. Je me faisais la remarque quand tu disais qu'ils déposaient les ordinateurs dans le hall, enfin qu'ils les rassemblaient dans l'entreprise pour les brûler, ça pouvait laisser penser qu'effectivement ils avaient une complicité interne au sein des entreprises visées. Bah, c'est vrai que c'était une piste qui était évoquée dans les quelques articles que j'ai pu trouver qui parlaient du clodo, effectivement. Et c'est quand même compliqué de s'imaginer qu'ils aient fait tout ça tout seuls. Donc, a priori, il devait quand même avoir des complices, mais pareil, on n'a jamais mis la main sur eux, on ne sait pas qui c'est. Début 19e, le ludisme. Quoi. Ah, voilà. C'est bon, on a rétabli la vérité. Les destructeurs de machines, exactement. Les historiens ne seront pas peinés. Et en fait, donc pour continuer sur un petit peu leur idée concernant les ordinateurs, bon, c'est pas tant en fait l'ordinateur en soi, puisque qui refusent, puisqu'ils disent un ordinateur n'est qu'un tas de ferraille qui ne sert qu'à ce que l'on veut qu'il serve. Dans notre monde, il n'est qu'un outil de plus particulièrement performant au service des dominants. Donc en fait, même si le clodo est véhément et que ses actions peuvent être qualifiées de terroristes, ce n'est pas tant l'informatique en soi qu'il refuse, mais le fait qu'elle advienne dans un monde avec des rapports de pouvoir. Alors bon, malheureusement, ça va être un petit peu compliqué de changer les choses, à part peut-être une grande révolution, mais peut-être espéré par ce clodo. C'est intéressant ce que tu viens de dire là sur les ordinateurs par les dominants, parce que le cause à effet n'y est pas en fait. C'est-à-dire que c'est effectivement un outil. C'est effectivement un outil qui peut être utilisé par tout le monde, mais pourquoi c'est l'outil des dominants ? Alors peut-être qu'à l'époque, en tout cas quand on parle des années 80, ça devait être tellement moins démocratisé qu'il n'y avait que, je sais pas, peut-être les banques, peut-être les sociétés d'assurance qui utilisaient des ordinateurs pour leur puissance de calcul. Exactement, tu m'ôtes les mots de la bouche, c'est exactement ce que j'ai... Non, aucun problème, au contraire. Bah oui, en effet, il y avait même, de manière générale dans l'opinion, quand même une défiance, effectivement, pour les ordinateurs qui avaient plutôt colonisé les sphères de l'État, les entreprises, les assurances, donc effectivement, comme tu disais, des lieux qui sont pas forcément qui n'étaient pas forcément accessibles au grand public. Du coup, il pouvait y avoir cette défiance. Et ça m'amène à ce qu'il y a eu en 1981. Je pense que c'est un peu pour ça que, en 1981, la Direction Générale des Communications, qui est l'ancêtre de France Télécom, a distribué 1500 Minitel à Vélizy, près de Paris, auprès de 150 entreprises, administrations et même d'un média qui s'appelait à l'époque Le Parisien Libéré, qui est aujourd'hui le Parisien. Donc il y a sûrement eu aussi une volonté de la part de l'État de ramener un peu les ordinateurs plus proches des gens dans des entreprises pour qu'ils voient à quoi ça ressemble et pas seulement dans leur propre sphère. D'accord, ouais, c'est un mouvement intéressant parce que c'est vrai que quand on les voit comme ça, on se dit bon, aujourd'hui un ordinateur, il y en a partout en fait, dans toutes les poches des gens vu qu'ils ont des smartphones, mais même chez eux, c'est quelque chose de commun dans le paysage. Mais c'est vrai que si on se replace dans les années 80, on doit pouvoir se dire que ça pouvait faire peur en fait, comme aujourd'hui l'IA fait peur en fait. On a un peu ce côté, probablement, oui. C'est un moyen de domination, ça va nous remplacer, ça va prendre notre travail, ça va prendre notre vie, etc. Enfin, c'est des remarques qui sont légitimes, hein. Elles sont pas, elles sont loin d'être idiotes et ce serait dommage de les caricaturer. Mais c'est vrai, quand on voit l'évolution de l'informatique qui est devenue grand public à partir d'un certain moment, c'était pas du tout le cas au début en fait. Dans les années 80, on était très très loin d'imaginer ça. Bien sûr, il faut se dire aussi que même les organisations syndicales, elles poussaient aussi vers ce discours. Par exemple, la CFDT, à ce moment-là, elle évoquait les dégâts du progrès, pour vraiment citer les mots de la CFDT, en parlant de l'informatique comme en fait de la cause responsable de la déqualification, de la dégradation des conditions des travailleurs. Donc même les travailleurs étaient incités à penser ça de la part de leurs organisations syndicales. Donc finalement, à ce moment-là, voilà, l'informatique, c'est quand même le fait de soit des informaticiens de l'époque, qui c'était quand même les débuts, soit les entreprises, mais bon, des entreprises qui sont pas forcément accessibles, soit des administrations, mais c'était pas dans les foyers, dans les chaumières comme aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on peut un peu plus, alors peut-être pas expliquer, mais comprendre les actions de ce clodo à Toulouse. Et du coup, quand tu nous dis que c'était des informaticiens, ils faisaient un peu partie du système, du système qui détruisait. Alors non, quand je dis informaticien, je parle pas du clodo, je parle des gens qui étaient justement
les gens contre lesquels le clodo se révoltait pas contre des gens. Mais en tout cas, à cette époque-là, l'informatique, c'était vraiment le domaine des informaticiens. Tu nous as dit aussi qu'eux-mêmes étaient des gens de l'informatique, qui venaient du secteur informatique. C'est ce qu'ils disaient dans leur revendication, en tout cas. Oui, c'est vrai. Ou du moins qu'ils étaient aguerris. Proches, ils connaissaient, mais encore une fois, on ne sait pas qui c'était. Donc en fait, peut-être qu'ils disent ça, mais qu'ils étaient dans une entreprise où ils voyaient des ordinateurs, mais qui ne touchaient pas les ordinateurs. En fait, on saura jamais pour l'instant. Sauf si des membres du Clodo nous écoutent et veulent témoigner 30 ans après, il y a prescription. Sympa, ça pourrait être amusant. T'es sûr qu'il y a prescription pour des attentats et avoir détruit une usine? Ils ont peut-être envie de rester bien cachés. Et puis il faut quand même se dire qu'au final, ils ont fait des millions et des millions de dégâts, millions en francs évidemment, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas l'euro. Donc peut-être ils n'ont pas trop envie aujourd'hui de se prendre ça. Au fait, mais vous avez fait perdre beaucoup d'argent. Ouais, et c'est là aussi qu'on pourrait peut-être trouver des résultats impressionnants et trouver des personnalités qui sont maintenant publiques, qui ont une autre vie, qui sont traders ou des trucs comme ça, tu vois. Peut-être. Ça pourrait être très rigolo de voir le changement de mentalité des années 80 jusqu'aux années 17. On a quoi? On a 37 ans, donc presque 40. Oui, il y a eu du chemin qui a été parcouru, mais peut-être par rapport à ce que tu disais sur l'IA, ça ne m'étonnerait pas si ces gens-là sont toujours en vie et peut-être se rappellent de leurs années au Clodo, qui se posent des questions peut-être sur l'intelligence artificielle, parce qu'au moment où eux ils faisaient leur méfait, ils qualifiaient l'ordinateur d'identité para-humaine. Et quand j'ai lu ça, j'ai dit tiens, ça me rappelle effectivement cette fameuse intelligence artificielle, donc peut-être que finalement le Clodo de cette époque, c'est peut-être la même chose que les... Alors, je pense pas qu'ils vont brûler les intelligences artificielles, mais... Il va avoir du mal. Ça va être compliqué. Techniquement, ça va être compliqué. Ouais, c'était plus facile avec les gros ordinateurs de l'époque. Exactement. En tout cas, le mystère du Clodo, il reste entier à l'heure d'aujourd'hui. Si vous avez si vous avez vraiment des informations, allez-y, donnez-les nous, on fera des articles dessus et on va enquêter. Nelly a vraiment envie de percer ce mystère. Complètement. Voilà, c'était du coup le sujet, les deux sujets de ce Club Internet. On a eu du coup un petit peu d'Amazon, un petit peu de Clodo, et on a mis les deux ensemble, et ça nous a fait une émission qui, on l'espère, vous a plu. Et moi je vais vous dire à bientôt, soit au mois prochain, avec peut-être un ou une invitée qui nous sera là sur ce plateau. Aujourd'hui on a préféré rester de manière intime dans la rédaction. Voilà, merci à tous et bye bye Nelly, bye bye Alexis. À bientôt. À bientôt.